Une page d'histoire dans cette édition avec ce documentaire diffusé sur Arte, peut-être que vous l'avez vu, documentaire très intéressant diffusé hier soir sur un angle méconnu de la Shoah, les nazis et l'argent. Réalisé par Gilles Rabier, le reportage revient donc sur l'importance de l'économie dans le fonctionnement du Troisième Reich et sur les liens très étroits entre Hitler et les grandes entreprises allemandes. Christophe Dard, vous avez justement regardé ce documentaire et vous allez nous en parler. Il faut dire que dès son arrivée au pouvoir en 1933, Adolf Hitler a un objectif, réarmer l'Allemagne. Mais à cette date, le pays est dans une situation économique catastrophique. Et l'Allemagne est même dans une situation exsangue. Un pays frappé de plein fouet par la Grande Dépression de 1929, alors que les caisses n'étaient déjà, il faut le dire, pas très remplies. D'ailleurs, la crise est, il faut le rappeler, de 29, l'un des facteurs de la montée du parti nazi, puis de l'accession de Hitler à la chancellerie. L'Allemagne compte en effet, au début des années 30, 6 millions de chômeurs, 40% des travailleurs sont sans emploi et le pays est écrasé par des dettes qu'il ne peut pas rembourser. Entre 1929 et 1933, la production industrielle est comparable à celle de 1890, pour faire la guerre. Le vœu ultime d'Hitler, il faut bien sûr de l'argent. Bon, alors comment Hitler et le régime nazi s'organisent pour y parvenir ? Eh bien, c'est là qu'entre en scène le ministre de l'économie, Hjalmar Schacht, banquier, président de la Reichsbank, et qui invente un dispositif spécial et astucieux, les bons mais faux. Alors, pourquoi astucieux ? Parce qu'en fait, ces bons, c'est des obligations d'entreprise qui financent l'armement allemand via des sociétés fictives qui servent d'écran pour contourner les restrictions imposées par le traité de Versailles qui, en 1919, je le rappelle, interdisait à l'Allemagne d'avoir une armée. En clair, le monde extérieur, y compris les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, ne se rendent pas compte que les entreprises comme Krupp et Siemens utilisent ces bons et fabriquent en fait des armes et donc, bien sûr, réarment l'Allemagne. Et très rapidement, ce système monté par le ministre de l'économie d'Hitler fait ses preuves. L'Allemagne se réarme rapidement. Oui, les hauts fourneaux qui tournent à plein régime, les ingénieurs de Porsche, Mercedes, BMW qui créent des moteurs pour propulser les chars d'assaut de Krupp, les avions Messerschmitt, les navires et les sous-marins. Et il faut dire aussi que tout ça est bien sûr facilité par la propagande, ces défilés militaires et puis ces décisions d'Hitler comme le rétablissement du service militaire en 1935 et puis l'occupation de la Rhénanie par la Wehrmacht l'année suivante. Les grandes entreprises du secteur industriel allemand voient donc en Hitler un soutien et un allié, alors qu'au début de sa prise de pouvoir en 1933, il faut bien le dire, elle s'en méfiait. Bah oui, parce que comme le rappelle le documentaire, Ilana, le NSDAP, c'est le Parti national socialiste allemand. Et le terme socialiste, évidemment, avait de quoi faire peur aux patrons des industries. Mais très vite, ils ont vu que Hitler était en fait de leur côté, puisque Hitler supprime les libertés syndicales et le droit de grève. D'ailleurs, dès 1933, les opposants communistes sont déportés dans les camps, comme celui de Dachau. Mais l'économie allemande n'est pas complètement dopée par cette relance de l'armement. Alors, il y a 2,5 millions de chômeurs qui retrouvent certes du travail, mais effectivement, la plupart des Allemands sont encore très pauvres. Et puis surtout, ces fameux bons mais faux dont je vous parlais en fait à l'instant, accroissent la dette de l'Allemagne. L'économie est en fait en surchauffe. Le rythme du réarmement qui va trop vite risque d'entraîner une catastrophe financière. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie, Schacht, en parle à Hitler qui refuse de ralentir la politique de réarmement. Et il limoge Schacht en 1937. C'est Hermann Göring qui est nommé à sa place. Mais Göring, fidèle d'Hitler, ne connaît rien à l'économie en fait. Non, en fait, c'est un militaire, mais au moins ça permet de poursuivre la politique de réarmement effrénée de l'Allemagne nazie, avec toujours cet objectif d'atteindre l'indépendance énergétique. L'idée d'arrêter d'importer des matières premières venues de l'étranger, c'est donc une politique d'autarcie qui se met en place pour développer au maximum sa propre énergie, de l'essence de synthèse, du caoutchouc synthétique, des productions en fait qui coûtent très cher. Mais comme l'État paye, cela continue. Il faut dire qu'à cette époque, la marche vers la guerre n'a pas de prix en Allemagne nazie. Et en cette fin d'année 1930, des années 1930, l'économie allemande repose aussi sur les biens spoliés aux Juifs. Et le documentaire, effectivement, en parle beaucoup. Les Juifs perçus dès l'arrivée d'Hitler, bien sûr, comme appartenant au grand capital mondial, selon le Führer, qui a mis l'Allemagne à genoux à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, tout s'accélère à partir de 1938, avec notamment la sinistre nuit de cristal, où les biens des Juifs sont spoliés par les nazis. L'objectif, en fait, est de les faire partir d'Allemagne. Sauf que, bien sûr, l'Allemagne nazie, dans sa politique odieuse, en fait, ce qui est fait payer. Un bureau d'émigration ouvre à Vienne, puis un autre à Berlin en janvier 1938.
1939. D'ailleurs, celui de Vienne avait à sa tête Adolf Eichmann. Eh bien, dans les deux cas, si les Juifs veulent quitter l'Autriche ou l'Allemagne, eh bien, ils doivent laisser tous leurs biens au moment de leur départ et ils sont lourdement taxés. Malgré ces vols et ces spoliations, malgré la course au réarmement et une économie exclusivement soumise à la guerre, l'armée allemande n'est finalement pas prête à envahir l'Europe en 1939. Non, les quelques blindés sont moins puissants que ceux des Français. L'armée de terre est encore majoritairement à cheval. La marine a 5 cuirassés et l'armée de l'air ne possède pas de bombardiers lourds. Ça, il faut dire qu'on apprend quelque chose parce qu'on pourrait toujours penser que l'Allemagne, évidemment, était prête au déclenchement du conflit. Pire, après l'invasion de la Pologne, qui a pourtant été rapide et n'a duré que 3 semaines, l'Allemagne nazie n'avait presque plus de munitions. En fait, finalement, l'Allemagne nazie a été facilitée par l'attentisme de ses adversaires, notamment de la France. Vous savez, la France ne s'est pas engagée tout de suite dans le combat. Oui. Eh bien, cela a donné du répit au Reich, qui du coup, pendant ce temps-là, profite de cet attentisme pour réorganiser son économie de guerre autour justement de la surproduction de munitions et aussi de l'armée de l'air en priorité. À partir de 1940, l'invasion de plusieurs pays comme la France finalement, puis l'URSS va permettre aux nazis de s'emparer des ressources, les armes, les matières premières et les denrées alimentaires sont acheminées en Allemagne. Un tiers des dépenses de guerre allemandes a été payé par des fonds prélevés dans les zones occupées. Oui, car le vol et la spoliation effectivement sont très importants, sans oublier aussi les œuvres d'art. Un chiffre est dévoilé par Gilles Rabier dans son documentaire. À lui seul, Göring a volé plus de 1375 tableaux, 250 sculptures, une valeur estimée de plusieurs milliards d'euros. Parallèlement, un fameux plan de la faim est mis en place dans l'Union soviétique occupée. Mais alors de quoi s'agit-il exactement ? En fait, il en a pour nourrir l'armée allemande et leurs chevaux. Les nazis estiment que les régions conquises par l'Allemagne en Union soviétique doivent être débarrassées des bouches inutiles. Donc en fait, la famine va être institutionnalisée parmi les 20 à 30 millions de personnes qui vivent dans les villes soviétiques et qui doivent mourir de faim figurent de nombreux juifs. Donc le plan de la faim fait partie de la Shoah. D'ailleurs, un exemple est cité par un historien dans le documentaire. L'Holocauste est accéléré en Pologne en 1942 et comme par hasard, à cette même période, les récoltes ont été mauvaises et les nazis ont dû revoir la répartition des céréales en décidant justement de priver la Pologne de ses denrées. Et à cette même époque, l'Allemagne combat les Américains et les Soviétiques. L'effort de guerre est intensifié, c'est la guerre totale. Oui, ça part vraiment dans tous les sens, alors que l'économie, évidemment, est en sur-régime. En fait, l'objectif est clair, mobiliser tous les Allemands coûte que coûte pour produire plus vite, plus simple, alors que, même s'il y a une production de quelques armes technologiques perfectionnées, l'idée avant tout est de rationaliser les matières premières et utiliser les 13 millions de travailleurs forcés qui viennent en Allemagne sous la contrainte entre 1940 et 1945. Beaucoup de ces travailleurs forcés proviennent de camps de concentration et d'extermination. Oui, le tri qui se fait en fait à l'arrivée entre ceux aptes à travailler dans les usines d'armement et ceux qui mourront dans les camps. Une ligne téléphonique directe est même installée entre le camp d'Auschwitz et le ministère de l'économie pour obtenir quotidiennement la main-d'œuvre qui pourrait travailler dans les usines. D'ailleurs, comme vous le savez, on en avait parlé ici même il y a 15 jours avec Tal Brutmann. Le camp d'Auschwitz contient en son sein plusieurs hectares appartenant à IG Farben, la fameuse firme allemande, et plus d'un tiers de ces travailleurs forcés feront partie des 6 millions de juifs victimes de la Shoah. Mais les revers s'accumulent et la production allemande ralentit à partir de 1942. L'économie s'écroule et la défaite de l'Allemagne est inévitable. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations, ces précisions donc sur ce documentaire très intéressant, Les nazis et l'argent. Un documentaire que vous pouvez retrouver sur arte.tv jusqu'au 9 mai 2021.